toutes et à tous, je suis vraiment ravie d'être avec vous. Je partage mon écran pour partir dans ce que je veux vous montrer. Enfin, c'est plutôt pour pas que vous ayez ma bobine pendant tout le webinaire. Je viens vous parler d'un livre, effectivement, qui est intitulé « L'égale dignité des invisibles quand les sans-voix parlent de l'école ». Et ce livre m'amène à vous parler du combat éducation d'A.T.D. Carmon. Alors, pourquoi ce livre? Pourquoi ce livre? Eh bien, écoutez, A.T.D. Carmon mène depuis toujours le combat éducation. Je vais y revenir, mais pour la petite histoire, Vincent Peillon, ex-ministre de l'Éducation, m'a téléphoné un jour parce qu'il dirige une collection aux éditions du Bord de l'eau et m'a demandé si je voulais bien faire un livre. Je lui ai bien sûr évidemment dit que ma vie, mon œuvre, ça n'intéressait pas grand monde, mais que j'allais y réfléchir avec mes amis d'A.T.D. Carmon. Et nous nous sommes dit que pouvoir donner la parole aux militants Carmon, c'est-à-dire aux personnes qui ont l'expérience de la grande pauvreté, c'était absolument essentiel, en particulier dans ce domaine de l'éducation, qu'elles racontent leur parcours et puis qu'elles donnent leurs idées surtout sur l'école. Voilà pourquoi ce livre, donc j'ai accepté de le faire et je raconte au début de ce livre, mais je vais y revenir juste après. Je voulais juste vous dire pourquoi ce livre et pourquoi le combat éducation est essentiel pour A.T.D. Carmon. C'est que dès le début du mouvement A.T.D. Carmon, en 1957, lorsque Joseph Wresinski arrive dans un bidonville à Noisy-le-Grand et rejoint 50 familles qui vivent dans l'extrême pauvreté, les premières choses qu'ils ont décidé de mettre en place ensemble dans ce bidonville, c'est d'abord d'enlever la soupe populaire pour aller la chercher ailleurs, mais de faire que leur bidonville, leur lieu de vie absolument épouvantable, rempli de boue en hiver, etc., et insupportable l'été, comme tous les bidonvilles, hélas, encore actuellement, ils ont décidé de mettre au cœur de ce bidonville une laverie pour que les adultes puissent aller chercher un emploi avec des vêtements propres et que les enfants puissent aller à l'école, et de mettre en place une bibliothèque, parce que le livre, c'est très important, c'est absolument essentiel. La culture, dans quelques situations que l'on se trouve, la culture est absolument essentielle. Et puis, ils ont mis en place d'autres choses, ils ont mis en place un jardin d'enfants, parce que s'occuper du plus jeune enfant, c'est aussi très important pour qu'il ait envie ensuite, quand il arrive à l'école, qu'il ait envie d'apprendre. Et une dernière chose qui est un salon d'esthétique, ce qui peut paraître en 1957 absolument incroyable, mais ce salon d'esthétique, c'est parce que la grande pauvreté, vivre dans la grande pauvreté, ça casse terriblement, et ça casse l'estime de soi en particulier. Et donc, ce salon d'esthétique, c'était pour que les adultes osent se regarder, osent aller parler à d'autres, oser enfin se regarder pour aller parler à d'autres. Alors, ça marche. Donc, le combat éducation d'A.T.D. Carmon, je démarre ce livre par une longue introduction sur le récit du combat éducation d'A.T.D. Carmon, puis je donne mes quelques idées sur l'école, sur ce qu'il faudrait pour cette école de la réussite de tous à laquelle nous aspirons vraiment et qui n'est pas là actuellement dans notre pays. Et puis ensuite, je dialogue avec 10 militants Carmonde, des militants qui ont entre 17 et 67 ans. Donc, ils parlent, chacun et chacune parlent de leur parcours scolaire, du parcours scolaire de leurs enfants aussi, éventuellement. Et chacune et chacun, j'y reviendrai, mais donne des idées pour cette école de la réussite de tous. Et puis, au vu des travaux que nous menons actuellement à A.T.D. Carmon avec des partenaires,
que sont des syndicats comme la FSU, SNUIPP, le SGEN-CFDT, le SE-UNSA, ou des mouvements pédagogiques comme le GFEN, CRAP Cahier pédagogique, l'AXAS, j'en oublie toujours. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je ne me souviens plus du quatrième. Et nous menons une recherche sur l'orientation scolaire des enfants de milieux très défavorisés en France, dans une quinzaine d'écoles en France, avec l'Éducation nationale qui nous autorise bien entendu à faire cette recherche dans les écoles maternelles et élémentaires. Et comme nous menons cette recherche, j'ai souhaité mettre aussi que soit présent dans ce livre et des dialogues avec une chercheuse, Dominique Lahanier-Reuter, qui est une chercheuse alliée d'ATD Quart Monde qui mène cette recherche avec nous, j'en parlerai tout à l'heure un peu plus, une directrice d'une école maternelle un peu atypique, mais qui fait partie de cette recherche qui est à Lyon dans le 8e, et un enseignant syndicaliste, puisque ce partenariat avec les syndicats est pour nous quelque chose de très important. Alors, vous détaillez un peu le combat éducation d'ATD Quart Monde en quelques mots, en quelques minutes, pour dire que dès le début du mouvement ATD Quart Monde, dès 1957, évidemment, il est présent à l'esprit de Joseph Wresinski et des personnes qui le rejoignent que l'école, c'est essentiel, que les enfants doivent absolument pouvoir aller à l'école et qu'ils doivent avoir les moyens de rejoindre cette école de façon tout à fait régulière. En 1960, ATD Quart Monde crée un institut de recherche pour travailler avec des chercheurs dans tous les domaines que traverse notre société, donc évidemment dans le domaine de l'éducation, bien entendu. En 1972, je fais des petits bonds quand même, hein, parce que 1957 à 2023, il vaut mieux que j'accélère un peu. En 1972, devant des enseignants, lors d'un rassemblement d'enseignants mis en place par ATD Quart Monde, voici ce que disait Joseph Wresinski. Nous devons combattre avec l'arme du savoir, l'ignorance, l'indigence et la violence emprisonnent les plus pauvres. Savoir, c'est comprendre ce que l'on est et ce que l'on vit. C'est avoir le pouvoir de faire des expériences dont on ne sort pas humilié, mais fier. C'est pouvoir goûter au bonheur comme à une voie de libération. En 1973, ATD Quart Monde a créé un comité de recherche et d'action pédagogique. Donc déjà, avec des partenaires de l'éducation, pouvoir réfléchir ensemble à l'avenir de ces enfants qui vivent dans des familles très défavorisées et qu'ils aient une vraie place dans l'école. En 1974, à Lille, lors d'un rassemblement, l'axe prioritaire est de permettre aux parents d'acquérir une conscience aiguë de l'école et d'établir des liens avec les enseignants en entreprenant des actions concrètes. En 1977, à la Mutualité, Joseph Wresinski lance un appel dans lequel, entre autres, il lance un appel contre l'illettrisme et l'échec scolaire. Et puis, il y aura ensuite des rapports assez importants. Le rapport de Philippe Joutard en 1992, qui fait un état des lieux de la grande pauvreté dans notre système scolaire, grande pauvreté et réussite scolaire, changer de regard, tel est le titre de ce rapport. Ça marque vraiment une volonté de la part du ministère à l'époque de faire bouger les choses. Hélas, ça bougera, mais assez peu, puisqu'on voit le résultat aujourd'hui. Ce sera suivi par un rapport par Claude Père, un recteur d'académie, qui a écrit un rapport sur l'école dans la grande pauvreté, changer de regard sur le quart monde.
Et ce rapport a été réalisé avec nombre de personnes qui ont l'expérience de la grande pauvreté, avec des militants d'ATD Quart Monde. Et depuis 2007, ATD Quart Monde a décidé de s'allier à des partenaires de l'éducation nationale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour vraiment avancer ensemble, faire bouger les choses dans notre école, faire que cette école accueille mieux et permette aux enfants de milieux très défavorisés d'apprendre, de vraiment pouvoir apprendre et de pouvoir choisir leur orientation scolaire. Et puis, nous avons beaucoup travaillé aussi avec nos partenaires depuis 2007 sur la relation enseignant-parent, parent-enseignant. C'est dans les deux sens. Peut-être vous donner un peu des chiffres dans notre école pour que vous puissiez situer les choses, parce que voilà, on dit que notre école est très ségrégative. Effectivement, elle est très ségrégative, c'est-à-dire que plus vous êtes issu d'un milieu défavorisé et plus vous avez, hélas, de chances de ne pas choisir votre orientation scolaire et de vous retrouver sur des voies qui ne vous permettent pas de développer votre intelligence comme tous les autres enfants, comme tous les autres jeunes, et hélas, qui vous font trop souvent sortir du système scolaire bien trop tôt avec rien dans les mains. Il y a chaque année 100 000 jeunes qui sortent ainsi du système scolaire avec aucun diplôme, aucun, rien. Même pas le brevet des collèges ou quoi que ce soit, et aucune orientation choisie, aucune inscription quelque part. 100 000 chaque année, nous en sommes à 1,5 million de jeunes qui sont dans notre pays sans inscription nulle part, sans diplôme. Voilà. C'est quand même un chiffre très important et sur lequel nous devons travailler et nous devons être absolument très attentifs et aux côtés de ces jeunes pour qu'ils puissent se bâtir un avenir. Dans notre système scolaire obligatoire, c'est-à-dire de la maternelle à la fin du collège, il y a actuellement 3 millions environ. 3 millions environ, je pense que c'est un peu plus, mais nous n'avons pas les chiffres exacts. 3 millions d'enfants, de jeunes qui vivent dans une famille qui vit sous le seuil de pauvreté. Parmi ces 3 millions d'enfants et de jeunes qui vivent dans une famille qui vit sous le seuil de pauvreté, il y en a 1,6 million qui vivent dans une famille qui vit dans la grande pauvreté. Et je ne veux pas en rajouter sur la question, mais quand même pour être sûr que l'on se comprenne bien, vivre dans la grande pauvreté, c'est pour ces enfants, ces familles, vivre de chambre d'hôtel en chambre d'hôtel, ou vivre dans un logement insalubre, ou dans un logement trop petit parce que l'on est accueilli par d'autres, parce que l'on est hébergé. Donc évidemment, vivre dans la grande pauvreté, c'est très compliqué pour ces enfants de pouvoir apprendre à l'école de façon tout à fait sereine, même parfois de pouvoir simplement se faire des amis à l'école. Voilà, mais j'y reviendrai si j'ai le temps tout à l'heure. Je sens que je m'emballe, je surveille le temps. Alors, ce livre, parce que c'est quand même, voilà, ce que je viens de vous dire est dans le livre, hein, c'est dans l'introduction que je fais du livre pour raconter le combat éducation et donner mes idées sur l'école actuellement et ce qu'il faudrait y travailler. Mais je souhaite vous parler de nos amis des militants Quart Monde qui ont accepté de partager leur parcours dans ce livre, de livrer leur parcours scolaire et ceux de leurs enfants. Alors, peut-être vous dire ceci, cette anecdote qui donne un peu le ton du livre. Ce n'est pas un livre, ce n'est pas facile. Les paroles des militants Quart Monde ne sont pas faciles, elles sont parfois rudes, comme on dit. C'est-à-dire que les parcours scolaires des militants Quart Monde sont vraiment des parcours scolaires très difficiles. Et évidemment, les paroles sont rudes.
Et, et l'anecdote, c'est que lorsque j'ai envoyé le manuscrit à Vincent Payon, qui m'avait laissé vraiment carte blanche, lorsque je lui avais fait proposer le plan de ce livre, il m'avait laissé carte blanche, mais que lorsque je lui ai envoyé ce manuscrit, il a mis plusieurs semaines avant de me recontacter, parce qu'il m'a dit ensuite qu'il avait mis du temps pour, comment on dit, digérer la lecture de ces témoignages des militants quart-monde, qui sont assez rudes, effectivement, mais c'est le parcours scolaire des enfants du quart-monde qui est rude dans notre système scolaire. Et l'éditeur, lorsqu'il lui a confié mon manuscrit, lui a dit « mais c'est la réalité et il faut absolument le publier. On n'en parle jamais ». Alors on n'en parle jamais, par exemple, de Franck, qui raconte combien ses enfants aimaient l'école et qu'ils auraient voulu faire des études plus longues que celles qu'ils ont faites. Mais ils ont été scolarisés dans des classes, dit-il, qui ne sont pas des classes pour apprendre, mais des classes pour faire patienter. Et puis, c'est Vincent, dont les parents n'ont pas été longtemps à l'école, qui raconte ses déboires d'orientation scolaire, qui dit « quand j'étais en 3e et que j'ai entendu le conseiller d'orientation m'envoyer en STI, j'ai eu l'impression que j'allais travailler à la NASA. En fait, je me suis retrouvée sur une tourneuse fraiseuse. » Et Vincent a raison quand il nous dit qu'il trouve que les devoirs sont les choses les plus injustes à l'école, parce que les enfants ne sont pas à égalité devant l'aide que les parents peuvent leur apporter. Voilà, il y a dans ces 10 militants quart-monde, 3 personnes qui font partie, 3 adultes, qui font partie de la communauté des gens du voyage. Les gens du voyage font partie des personnes, on peut le dire, dans les communautés les plus discriminées dans notre pays, et j'ai souhaité qu'ils soient présents dans ce livre parce que c'est vraiment très important, justement, que nous prenions conscience à quel point d'appartenir à une communauté différente, en plus de vivre dans la grande pauvreté, est encore une discrimination supplémentaire. C'est Jacqueline qui raconte sa scolarité dans un collège où, dit-elle, il connaissait déjà les membres de ma famille et on était assez mal accueillis. Et là, malheureusement, j'ai pris pour les autres. On ne voit pas l'élève, on voit la famille de l'élève et on dit de toute façon, celui-là, voilà. Voilà les témoignages, enfin je vous en donne juste quelques-uns pour vous donner envie d'aller voir, d'aller lire les témoignages. Je pose les mêmes questions à chacune et chacun des militants. Ce sont vraiment les mêmes questions qui sont posées à chacune et chacun, et nous sommes dans un dialogue où chacune et chacun a pu, bien entendu, relire et corriger son texte et revoir pour qu'il se sente vraiment, voilà, complètement d'accord avec le texte qui est proposé là. Ensuite, j'ai souhaité donner la parole, je vous le disais tout à l'heure, à une chercheuse, Dominique Lahanier-Reuter, qui mène avec nous, avec une équipe d'ATD Quart-Monde, je fais partie de cette équipe de coordination de cette recherche, la recherche CIPES, choisir l'inclusion pour éviter la ségrégation. Donc c'est vraiment une recherche qui est sur l'orientation scolaire des enfants de milieux très défavorisés. Donc c'est vraiment aller chercher dans l'école, dans tout ce qui fait l'école, c'est-à-dire dans la classe, mais également dans les moments en dehors de la classe, dans la cour, dans la cantine, dans la récréation, dans la relation avec les parents, bien entendu, dans les relations entre enfants, aller rechercher tous ces petits moments d'exclusion, tous ces petits ou plus gros moments d'exclusion qui vont faire que petit à petit, un enfant se retire des apprentissages qui lui sont proposés et s'exclut de lui-même ou est exclu
des apprentissages des autres par d'autres manières de faire. Voilà. Donc, nous étudions tout cela auprès de 15 écoles qui sont toutes, bien entendu, volontaires pour faire partie de cette recherche. 15 écoles qui sont réparties un peu partout en France, maternelles et élémentaires. Dominique, cette chercheuse, le raconte dans le livre. Dominique mène une équipe de chercheurs parce que chaque école a un chercheur ou une chercheuse qui suit cette école pendant les 5 années que dure cette recherche que nous menons donc dans les écoles. Un chercheur ou une chercheuse par école, une personne de l'AXAS, de l'association du soutien au soutien, qui permet aux enseignants de faire des séances d'analyse de pratique dans chacune des écoles, et bien sûr une personne de l'équipe CIPES qui soutient chaque école, et nous faisons des rencontres régulières. C'est une recherche, j'ai oublié de le dire, mais c'est absolument essentiel, c'est une recherche participative. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une recherche avec des chercheurs, mais avec des co-chercheurs que sont les militants Carmonde. C'est-à-dire que nous faisons des observations dans les classes avec des chercheurs et des militants Carmonde. Nous faisons des interviews des enfants, des enseignants, des parents. Voilà. Vous pouvez avoir des nouvelles de cette recherche sur le site CIPES, C-I-P-E-S, tout simplement. Ah, c'est pas ça que je dois vous passer. Alors ensuite, cette enseignante, je veux vous parler quand même de Florence Denonfaux qui a accepté d'être dans ce livre. C'est pas si simple pour une directrice d'école de se livrer et d'être dans un livre et de livrer son quotidien de directrice d'école dans un livre. C'est une école, je dis un peu atypique parce que c'est une école maternelle de 15 classes dans un quartier plutôt défavorisés, c'est-à-dire dans un quartier où la plupart des familles qu'ils accueillent, ce sont des familles qui vivent dans des centres d'hébergement, dans des CADA, parfois ce sont des parents qui déposent leur enfant le matin à l'école puis qui vont marcher toute la journée parce qu'ils n'ont pas de lieu où se poser la journée et qu'ils reprennent leurs enfants le soir pour aller au lieu où ils peuvent aller le soir. Mais vous voyez des parents qui vivent des situations très difficiles. Et pourtant, des parents qui sont passionnés par l'école et des enseignants qui forment une équipe formidable. En fait, elles sont 17 enseignantes et des enseignantes qui vraiment déploient beaucoup d'énergie pour être en contact, mais en contact proche avec les parents et qui vraiment font des actions pour comprendre chacune et chacun des parents et pouvoir dialoguer avec eux en écoutant d'abord ce que les parents ont à dire sur leur enfant, en écoutant les questions des parents, en écoutant ce que les parents pensent que leur enfant apprend à l'école et ce qu'ils souhaitent que leur enfant apprend à l'école. Voilà, des enseignants qui ont par exemple cette année, début septembre, pris le temps d'accueillir chaque parent pour dialoguer avec eux, tout le mois de septembre. Voilà, et un syndicaliste, Gwenaël Le Guével, qui est du SGEN CFDT. J'ai vraiment souhaité qu'il y ait un syndicaliste parce que nous avons ces travaux réguliers depuis plus de 15 ans avec nos amis des syndicats et c'est très important pour nous. Ça nous permet aussi, non seulement nous avons des dialogues avec des enseignants un peu partout en France, mais les syndicats ont un investissement différent, évidemment. Donc, pour nous, c'est très important d'avoir ce dialogue régulier avec les syndicats. Je rappelle juste pour la petite histoire qu'au moment de la loi de refondation de l'école de la République, je cherche l'année, c'est 2014, nous avons travaillé avec les syndicats et avec d'autres pour vraiment pouvoir présenter, non, c'était en 2012. En 2012, au moment de l'élection présidentielle, nous avons travaillé un livret pour aller rencontrer les candidats à l'élection présidentielle. Et nous avons fait un livret sur l'école de la réussite de tous pour aller le présenter aux candidats à l'élection présidentielle. Ce qui nous a permis ensuite, pour la loi de refondation de l'école de la République, de faire des propositions très concrètes aux ministres et de suivre auprès des députés et des sénatrices, en l'occurrence,
pour qu'un certain nombre de points soient notés dans la loi de refondation d'école de la République à l'époque. Ça ne veut pas dire que tout marche très bien aujourd'hui dans notre école, mais le fait de travailler ensemble donne de la force, donne des forces pour avancer. Et puis, si on veut faire changer notre école, évidemment, il faut que le panel des personnes à qui on va parler de l'école et de cette question des enfants qui vivent dans la grande pauvreté et qui doivent avoir les mêmes chances que les autres enfants dans l'école, il faut étendre notre panel au maximum et c'est pour cela que nous avons voulu faire ce livre et pouvoir établir des dialogues un peu partout. Je me permets juste de vous dire, avant de clôturer et de dialoguer avec vous, de vous dire que je fais des présentations de ce livre avec des militants Carmonde qui sont co-auteurs de ce livre un peu partout dans des librairies, dans des salles où les gens le souhaitent. Si vous souhaitez que je vienne quelque part, je viendrai très volontiers. Si ça peut être avec un militant et une militante, tant mieux. Si c'est moi toute seule, je le fais aussi. Il y a vraiment, c'est avec grand plaisir que je le fais partout. Voilà. Je m'arrête là pour que nous soyons dans un moment de dialogue. Je crois que j'ai fait le temps qui m'était imparti. C'est ça, Christophe? C'est ça. Merci beaucoup, Marie-Alette. Est-ce que tu souhaites que j'arrête mon partage d'écran ou... Ouais, c'est peut-être mieux. Ok. C'est plus Alors, sympa. faut que je pose Donc, vous pouvez poser vos questions en bas. Vous avez soit le discuter, soit le question-réponse, peut-être le QR là, qui permet en principe de poser des questions. J'espère qu'il n'y a pas de problème de paramètres. Je ne pense pas que ça aille. Non, j'ai déjà Et moi, vu. juste pour amorcer, en fait, j'en ai déjà une euh, comment, qui est, en fait, là, du coup, on est dans le constat, la prise de parole. Est-ce que, et parce qu'il y a à l'intérieur de l'école et à l'extérieur de l'école, est-ce que vous avez identifié, en fait, euh, des moments où il y aurait eu un moyen d'agir et qui n'a pas été saisi, mais pas nécessairement dans l'école, mais aussi à l'extérieur. En gros, est-ce que nos associations, puisque dans les personnes qui regardent ce webinaire, c'est beaucoup de membres d'associations très variées, membres du pacte, est-ce qu'on se dit qu'on peut agir, enfin comment en tout cas on peut agir par rapport aux personnes, aux enfants du coup qui sont victimes d'un système qui dysfonctionne de toute évidence. Alors, évidemment, chacune et chacun d'entre nous peut agir pour que l'école permette à tous les enfants de réussir. Vous savez, on fait des grands mots sur la mixité sociale, la mixité scolaire, etc. Évidemment, c'est du ressort de chacune et chacun d'entre nous d'accepter que nos enfants soient avec des enfants de milieux différents. C'est une grande richesse. Nous pensons que c'est une grande richesse et que nous devons absolument développer cela ensemble parce que pour nous, c'est absolument essentiel que les enfants puissent, dès le plus jeune âge, jouer ensemble, apprendre ensemble, développer leur esprit critique ensemble. Ça, c'est vraiment très, très important. Alors, je vois une question de Bernard, là, sur la proposition 27 du pacte, qui met l'accent sur l'amélioration de l'éducation prioritaire. Ouais, la Alors, proposition 27, pour préciser, hein, c'est politique éducative territorialisée, pas facile à dire. Proposition du pacte qu'on avance évidemment comme, enfin pas évidemment, mais qu'on avance comme une des solutions à l'échec scolaire et à la lutte contre les inégalités au niveau scolaire. oui, oui, si on y met les moyens suffisants financiers, humains aussi, parce que, enfin moi je vais le dire comme ça, tout de go, évidemment ça va être un peu court parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour dialoguer, mais mettre des CP à 12 ou des CE1 à 12, c'est sans doute une des solutions, mais elle n'est absolument pas suffisante, mais vraiment pas suffisante si on en reste là où on en est actuellement. C'est-à-dire, si on ne forme pas les enseignants, si on ne dit pas aux enseignants et si on ne les forme pas à des pédagogies qui vont vraiment changer les choses, si on passe de 24 à 12 sans changer sa pédagogie, ça ne sert
à rien. Et puis, ce que l'on sait, c'est que, hélas, les évaluations qui ont été faites des CP à 12, des CE1 à 12, ne montrent pas de changement tangible, de changement vraiment important pour les enfants qui arrivent à l'école avec des retards plus importants que d'autres et qui ont besoin de plus d'attention, de plus… Voilà. Par contre, ce que l'on sait, c'est que le travail en équipe des enseignants est absolument essentiel. Et pour cela, d'avoir un enseignant supplémentaire par école, par exemple, permet ce travail en équipe et permet d'aller voir dans la classe de l'autre, d'aller se former, de pouvoir dialoguer ensemble sur toutes les choses qui bloquent, qui font que l'on n'avance pas. Voilà. Je ne vais peut-être pas m'étendre davantage parce que je pourrais en parler pendant un bon moment. La question On verra si on y revient. Une question qui se pose sur, sur la préparation de l'entrée à l'école, sur ce qui se passe avant du coup d'entrer en CP. Est-ce que ça a été, parce que si je dis pas de bêtises, là le livre n'évoque qu'à partir de l'entrée en CP, enfin à partir de 6 ou Non, à 7 partir ans. de la maternelle. À partir de la maternelle? De la maternelle, oui, oui. Mais c'est même avant la maternelle que c'est très important. Et d'ailleurs, c'est pour ça que depuis le début du mouvement ATD Quart Monde, il y a un jardin d'enfants au centre d'hébergement et de réinsertion sociale, au centre de promotion familiale que nous avons à Noisy-le-Grand. Nous avons mis en place pour que les parents voient combien, malgré leur quotidien extrêmement difficile, combien prendre du temps avec son jeune enfant est absolument essentiel pour la suite, est absolument essentiel pour qu'il ose apprendre ensuite quand il arrive à l'école, qu'il ose rentrer dans ce que proposent les enseignants à l'école. Il faut que le jeune enfant sente ça de la part, cette autorisation même de la part de ses parents, l'autorisation à aller jouer avec d'autres, autorisation à apprendre ce que lui propose l'enseignant. C'est-à-dire, ça veut dire que le parent doit passer du temps avec son jeune enfant entre 0 et 3 ans à lui lire des livres, à jouer avec lui, voilà, tout ça. Évidemment, quand on a une vie extrêmement difficile, que l'on ne sait même pas où on va dormir ce soir, évidemment, c'est assez compliqué tout ça. Hein. Mais n'empêche, on sait combien c'est important que le jeune enfant soit stimulé dès le départ. Alors, pas besoin non plus d'en faire des caisses et des caisses parce qu'on est dans les extrêmes un peu dans notre société actuellement. C'est-à-dire qu'il y a certains parents qui, dans d'autres milieux, seraient plutôt tentés de faire apprendre à l'avance à leurs enfants ce qu'ils vont apprendre à l'école. Ce n'est pas ça que je dis. Hein. C'est vraiment de permettre aux enfants ensuite d'être à l'aise à l'école pour oser apprendre avec les autres et jouer avec les autres. Dans l'action d'ATD, est-ce qu'il y a un moment en fait, on porte au niveau du pacte du pouvoir de vivre l'idée, évidemment, qu'il est en gros jamais trop tard, c'est-à-dire qu'on peut, y compris à l'âge adulte, rattraper ces nombreux handicaps qui ont émaillé la vie des jeunes depuis leur enfance. Est-ce que vous observez la même chose ou est-ce que justement vous dites oui, c'est peut-être rattrapable, mais tellement difficile à rattraper que c'est… Alors Est-ce qu'en oui, fait, c'est c'est nos rattrapable. handicaps tout au long de la vie, en fait, ce point-là? C'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. C'est bloqué dans un coin du cerveau qui est par là, mais c'est jamais trop tard. C'est-à-dire que on le voit bien, ces militants Quart Monde qui ont eu des parcours scolaires, on peut le dire, déplorables. Franchement, c'est terrible d'avoir eu un parcours scolaire comme ça, qui parfois savent à peine lire et écrire en sortant de l'école. Nous, on les voit à l'âge adulte qui travaillent quotidiennement avec des chercheurs qui sont co-chercheurs pour certaines recherches sur les dimensions de la pauvreté, sur l'éducation, sur l'emploi. Enfin voilà, on voit très bien que c'est tout à fait rattrapable. Mais à quel prix ? À quel prix à l'âge adulte c'est rattrapable? Et quel gâchis pendant toutes ces années de ne pas avoir pu développer cette intelligence et ce savoir dès le plus jeune âge. Donc, vraiment, essayons d'éviter les gâchis pour que les parcours des uns et des autres ne soient pas
abîmée voilà, de tout cela, quoi. C'est vraiment… Alors oui, franchement, c'est rattrapable, hein. C'est quand même… Enfin, moi, je trouve que c'est important de se dire ça parce qu'on pourrait se dire, bah, de toute façon, il ne sait pas lire et écrire et c'est fichu. Nous avons travaillé vendredi et samedi là, sur la recherche CIPES. Vendredi avec les militants qui accompagnent cette recherche, qui sont une dizaine de militants Carmonde. Et samedi avec les militants Carmonde, des chercheurs et les enseignants de cette recherche CIPES. Et l'une d'entre elles, l'une des militantes Carmonde, disait dans un récit qu'elle devait faire samedi devant les enseignants et les chercheurs, disait, mais moi, ma petite fille a eu des gros problèmes à l'école et sa maman a dû se fâcher pour que l'enseignante reconnaisse qu'il fallait qu'elle aille chez l'orthophoniste, voilà, parce que parfois les gens sont tellement montrés du doigt que justement on ne propose pas et on ne dit pas aux parents qu'il faut emmener leurs enfants chez l'orthophoniste, etc. Et elle dit, bien, je me suis rendu compte qu'en fait, enfant, j'avais les mêmes problèmes que ma petite fille et à 66 ans, je suis allée voir l'orthophoniste. Attendre 66 ans pour aller voir l'orthophoniste et tenter de régler ses problèmes avec l'écrit, avec la lecture. Quel dommage, quoi. Quel dommage. Mais en même temps, quel courage. Alors justement, il y a une question de François qui s'interroge justement si ATD en fait met en place des formations, enfin, des formations en tout cas pour aider. Alors sur le parcours scolaire, j'imagine plus que sur le parcours scolaire, sur l'accompagnement en fait des familles pour accompagner leurs enfants, puisque il y a évidemment énormément d'associations et du coup de militants qui peuvent aussi être freinés, enfin qui ont envie d'accompagner, qui voient les difficultés, mais qui peuvent en fait se heurter à une difficulté de savoir-faire, de savoir-être aussi, de points de blocage de ce type-là. Est-ce que ATD apporte des formations? Et puis, je vois qu'il y a une sollicitation, mais ça, tu y répondras en privé pour intervenir ou directement. Non, Mais ce n'est pas pour intervenir, c'est pour vous proposer de regarder l'expérimentation CIPES. C'est Alain, je pense, qui propose ça. non, j'étais à François Ah, qui t'invite à une table ronde le 3 juin. Donc, le 3 juin. Ah, d'accord. Ah, pardon, je n'avais pas vu. Ah oui, oui, très bien. Mais là, en fait, Je c'était plus, salue, donc, est-ce qu'il y a… je salue mes amis d'SNL au passage. Voilà. Oui, bien sûr qu'il y a ça. Ça s'appelle les réseaux Wresinski. C'est-à-dire, c'est des réseaux qui regroupent des professionnels et des militants Carmonde et des gens d'ATD Carmonde qui ont envie de réfléchir sur la problématique de l'école, de l'éducation, de l'école et de la grande pauvreté. Évidemment, des professionnels qui se questionnent sur réussite scolaire et grande pauvreté, en gros, hein, c'est ça. Donc, c'est le réseau école d'ATD Carmonde. Et ça, bien sûr, on peut vous envoyer les coordonnées. Sinon, vous trouvez ça s'appelle réseau école ou département école, suivant les dénominations des uns et des autres. Et ces réseaux existent un peu partout en France. Il y en a un national et il y en a des locaux qui permettent aux personnes, il y en a un en Île-de-France par exemple, ça j'en suis certaine, il y en a un à Lyon aussi, il y en a un à Toulouse, à Montpellier, qui permettent aux gens, aux professionnels de se retrouver, de poser ensemble des questions, de vraiment pouvoir aborder voilà, toutes ces questions qu'ils ont face à des enfants et des jeunes issus de milieux très défavorisés et comment on peut avancer ensemble. Il y en a également un à Clermont-Ferrand. Je ne vais pas être du tout exhaustive, donc je m'excuse par avance. Il y en a un à Lille. Voilà. Mais si vous allez sur le site datdcarmonde.fr, vous trouverez les réseaux Wresinski École. Voilà.